Dans ce chapitre, nous allons voir l'évolution du système nerveux central, puisque le comportement dépend essentiellement de son fonctionnement et son évolution. Cette évolution passe par plusieurs étapes. D'abord, la centralisation. La centralisation est un phénomène qui désigne l'importance croissante de la partie antérieure du corps au cours de l'évolution. Pour qu'il y ait céphalisation, il faut qu'il y ait une partie antérieure et une symétrie bilatérale. Ce phénomène se manifeste de deux façons. La première, c'est le regroupement de la plupart des organes sensoriels dans la partie antérieure, autour de la bouche. C'est une chose qui est évidente pour mieux surveiller ce qui y rentre ou de mieux diriger ses mouvements pour y amener les proies. Deuxièmement, le développement du système nerveux devient alors inévitable pour traiter toutes les informations qui proviennent à la tête. Ainsi, la convergence de toutes les informations sensorielles en un même endroit permet une meilleure intégration de l'ensemble des stimuli. Une centralisation plus ou moins poussée est caractéristique de l'évolution du système nerveux. On assiste à un passage d'un réseau nerveux à un système nerveux centralisé. Ceci, on va le voir sur la diapo suivante. Dans un réseau comme chez les célenterés, les anémones et polypes ou les oursins, l'excitation décroît au fur et à mesure qu'elle se propage. Cela permet uniquement la coordination de mouvements simples comme la locomotion ou la capture d'une proie. Le système en réseau existe également chez les animaux supérieurs et servent à la régulation des organes végétatifs comme le cœur et l'appareil digestif. Les principes d'évolution du système nerveux sont les suivants. D'abord, la concentration des neurones en masse ganglionnaire centrale, la formation de complexes ganglionnaires séparés, ensuite la formation de longues voies conductrices, parce qu'avec un réseau, vous avez des neurones et des interactions entre ces neurones qui sont très rapprochées. Et quatrièmement, nous allons avoir la séparation des voies afférentes et efférentes pour permettre une conduction unidirectionnelle de l'information et de la réponse motrice. Parce qu'avant, on avait une même connexion entre les neurones qui fait le relais et porte et envoie les informations. Les informations afférentes qui arrivent à ce noyau, ou plutôt à ce neurone, et les informations qui partent du même neurone empruntent la même voie. Mais par la suite, il y a une séparation des voies, si vous voulez, motrices et les voies sensorielles. Sur cette diapo, on peut voir la concentration des réseaux qui permettent d'aboutir à un véritable système nerveux. On trouve plusieurs niveaux de développement. Chez l'anémone de mer, nous avons un système nerveux sous forme de réseau. L'étoile de mer, quant à elle, elle possède un système nerveux formé par un anneau central et des nerfs radiaux qui propagent l'information vers les parties périphériques. Les annélides, les vers plats, ont un système segmentaire avec des ganglions et un cerveau plus ou moins développé.
Quant aux arthropodes, et parmi les mollusques, les céphalopodes, comme la seiche, ont des ganglions cérébroïdes avec des lobes optiques importants. Les vertébrés sont les seuls à avoir un véritable cerveau et une moelle épinière. Et puis, nous avons le système nerveux périphérique avec les nerfs qui innervent tout le corps. Une autre étape importante de l'évolution du système nerveux central, c'est l'augmentation progressive de la taille du cerveau chez les vertébrés. Sur cette photo, vous constatez que l'homme n'a pas le plus gros cerveau, mais plutôt le plus gros cerveau, c'est l'éléphant qui le possède avec 5 kg. Mais on sait que les cachalots ont la plus grande masse du cerveau parmi les animaux existants, soit environ 7 kg 800. Après les éléphants, avec un cerveau de 5 kg, ils sont suivis par les dauphins qui ont une masse absolue du cerveau de 1,5 kg à 1,7 kg, alors que ce chiffre est légèrement supérieur à celui de l'homme, qui est de 1,3 kg à 1,4 kg. Le cerveau de l'homme est également environ 3 fois le cerveau de la gorille et 4 fois celui des chimpanzés. Vous avez après le chien, le chat avec 30 grammes et la souris dont le cerveau est à peine visible sur la photo. Expliquer pourquoi la taille du cerveau varie selon l'espèce n'est pas chose simple. Mais les scientifiques ont des pistes particulièrement intéressantes. La première d'entre elles part d'une constatation simple. Plus un animal est gros, plus son cerveau l'est aussi. Cela a poussé les scientifiques à étudier la relation entre poids du cerveau et masse corporelle. Il suffit donc de mesurer le poids du cerveau et celui du corps et d'inscrire le point correspondant à chaque espèce sur un graphe logarithmique. On représentera une classe, mammifères, poissons, oiseaux, etc. ou un autre ensemble d'espèces par le plus petit polygone convexe qui englobe tous les points. Ainsi, il apparaît une corrélation entre la taille du cerveau et le poids du corps avec 2 allométries. Une première chez les vertébrés supérieurs, homéothermes, mammifères et oiseaux, australopithèques et hommes modernes, qui sont encéphalisés de manière semblable et qui sont représentés sur la figure A. Une seconde est décalée vers le bas chez les vertébrés considérés comme inférieurs, tels que les reptiles, en bleu sur la figure B, et les poissons osseux, en vert toujours sur la figure B. Cette classification est correcte pour la plupart des 50 000 espèces de vertébrés actuels. Mais il y a 2% d'exceptions, notamment les poissons cartilagineux, comme les requins et les raies, qui sont représentés par le polygone jaune sur la figure B, et les cyclostomes, lamproies et les poissons sur le polygone en figure B. Cette classification est correcte pour la plupart des 5000 espèces de vertébrés actuels, mais il y a 2% d'exceptions, notamment les poissons cartilagineux, requins et raies,
en jaune sur la figure B, et les cyclostomes comme lamproie et myxine qui sont sous forme de polygones en mauve toujours sur la figure B. On peut donc dire que les vertébrés inférieurs sont moins cérébralisés que les mammifères et les oiseaux. Mais qu'est-ce qu'il en est des dinosaures? Les scientifiques ont réalisé un moulage virtuel de la cavité interne du crâne d'un ankylosaure, ou plutôt un ankylosaure, donnant des informations sur la configuration externe du cerveau et sa structure interne. C'est une méthode largement utilisée pour étudier les crânes des espèces disparues. Ils estiment que ce cerveau est ridiculement petit, à peine 25 grammes, soit la taille de 2 noix pour un animal qui mesurait au moins 3 mètres de long. Et en plus, la plus grande partie de ce cerveau était occupée par des bulbes olfactifs qui constituent environ 60% de la taille des hémisphères cérébraux. Le dinosaure était donc doté d'un odorat extrêmement développé, ce qui l'a probablement aidé à rechercher de la nourriture ou des partenaires sexuels, et surtout à appréhender l'approche des prédateurs. L'animal étant très lourd, il se déplaçait assez lentement. La relation entre poids du cerveau et masse corporelle n'est pas une simple proportionnalité. Plus un animal est grand ou gros, plus le ratio diminue. Par exemple, le ratio est plus petit pour un éléphant que pour une souris. Un éléphant a un cerveau assez petit par rapport à sa taille. L'inverse étant observé pour une souris. En effet, le cerveau a dû s'adapter à la taille de l'animal. Il faut dire que plus un animal est gros, plus il aura de muscles à bouger. Cela demande plus de masse neuronale associée à la commande des muscles. Même chose pour la perception. Ils ont une surface corporelle plus grande, ce qui signifie plus de cerveau dédié au toucher. Donc la quantité de neurones utilisés uniquement pour la motricité et la perception est alors plus importante, ce qui implique un cerveau plus gros. En somme, la taille du cerveau doit s'adapter à la taille de l'animal, du moins les proportions du cerveau liées à la motricité et à la perception. Alors, pour tenter d'apprécier le niveau de cérébralisation d'une espèce, on relativise donc le poids de son cerveau non par rapport au poids de l'espèce, mais par rapport à la surface de son corps. Ainsi, on peut calculer l'indice de céphalisation pour les mammifères selon la formule suivante. K est égal à E sur P à la puissance 2/3, où E est le poids du cerveau et P le poids du corps. Cet indice donne une estimation du volume du cerveau disponible pour des activités cognitives, parce qu'il n'y a pas que la motricité et la sensibilité. À ce titre, l'homme surpasse de très loin les autres espèces avec un indice de 0,90, suivi par le dauphin avec 0,75 et loin derrière le chimpanzé et l'éléphant avec 0,3.
Donc là, comme on a dit tout à l'heure, pour les animaux de grande taille, la part du cerveau nécessaire aux fonctions somatiques est plus grande, ce qui fait le reste, qui est responsable des activités cognitives, reste très faible.